ne peut pas s'hasarder aujourd'hui à faire la guerre dans la ville de Goma. C'est très difficile, c'est très compliqué de faire la guerre dans la ville de Goma. Il y aura beaucoup de morts. Mais alors, comment on peut faire pour récupérer Goma? Comment? D'abord, je vais répondre à la première question. Pourquoi les choses traînent? Pourquoi jusqu'à ce moment, le gouvernement n'attaque pas? Il y a ce premier point, c'est une pression diplomatique. La pression diplomatique n'est pas seulement adressée à l'égard de Félix, mais à l'égard de tous ceux-là qui veulent l'aider. Parce qu'ils avaient un objectif, ils doivent atteindre leurs objectifs. Ne vous en faites pas. Ceux qui soutiennent Kagame, ils ne sont pas prêts aussi à aller au-delà de ce temps. Ils ont perdu beaucoup d'armes, beaucoup d'hommes. Ils ont perdu aussi beaucoup de choses. Ne croyez pas que c'est seulement la RDC qui est en train de perdre. Dès que vous voyez là, on a pris Goma. Mais à quel prix ils ont pris Goma? C'est après avoir perdu plusieurs soldats. Kagame a perdu plusieurs soldats. Il y a plusieurs M23 qui sont morts. C'est à un grand prix qu'ils sont arrivés à Goma. Maintenant, vont-ils risquer encore pour aller vers Bukavu, pour aller vers tout ça? Ils attendaient l'adhésion de la population. Il fallait que la population s'adhère à ces mouvements. Mais malheureusement, cette population n'est pas trop adhérée. Vous allez voir, la population de Goma, elle est très froide vis-à-vis de certaines personnes. On cherche maintenant à vouloir montrer, faire des actions pour montrer que non, nous sommes venus vous sauver, plutôt que eux, les autres là, ils ne vous aiment pas. En fait, c'est ce qu'on est en train de vouloir faire. Mais bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais de l'autre côté, le président est sous une grande pression, certainement. Pourquoi certainement? Parce que, les États-Unis ne veulent pas qu'ils fassent la guerre. Ils ont déjà dit, nous ne voulons pas de l'option militaire. Mais pendant ce temps, eux-mêmes ont fait l'option militaire, ils ont laissé le Rwanda entrer à Goma. Pour eux, faire entrer le Rwandais à Goma, c'était juste pour te pousser, toi Félix, à négocier avec les M23 qui n'existent pratiquement pas. Vous voyez un peu. Et maintenant, ils attendaient que non, Félix dise, peut-être comme la période de Kabila, bon, ok, j'accepte de négocier, qu'on fasse les brassages, qu'on introduise encore, parce que les anciens militaires rwandais sont déjà vieux, ils sont en train de partir de plus en plus à la retraite. Vous voyez un peu James Kabarebe, quand il est venu, il était encore trop jeune, mais aujourd'hui, il est devenu vieux. Tous ces militaires-là doivent partir à la retraite. Maintenant, il faut qu'on insère d'autres militaires qui vont faire la continuité, qui vont continuer dans les commandements. Vous voyez un peu, il faut qu'on fasse un autre brassage pour que les pillages des minerais continuent avec leur garde. En réalité, je dis toujours et je le répète, le Rwanda n'est qu'un instrument qu'on utilise par les Occidentaux. La même pression que Félix a, c'est la même pression que Kagame a. Parfois Kagame peut dire je laisse, mais les Occidentaux lui disent si tu laisses, on te tue toi aussi. On te fait partir toi aussi. Et alors il est là, il est obligé d'accepter tout ce qu'on lui dit, même en tuant ses frères. Ce n'est pas avec joie qu'il le fait. Ce n'est pas toujours avec joie qu'il le fait. Il n'y a personne qui peut être content que le monde entier commence à te considérer comme un criminel. Ce n'est pas avec joie. Certainement, il a déjà signé des pactes, il a déjà signé, il a peut-être beaucoup de dettes, il y a même parfois des pactes occultes. Il est obligé d'appliquer cela. La pression est partout. La même pression que Félix reçoit des Occidentaux, c'est la même pression que Kagame reçoit. Tu dois continuer l'opération. Tu dois continuer l'opération, bien alors on te fait partir du pouvoir. C'est la même pression que tous les présidents, que ce soit Ramaphosa, que ce soit tous les autres présidents, ils reçoivent. Même Joao Lourenço, tous les présidents reçoivent la même pression. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi les Africains sont absents à la situation du Congo? Parce que la situation du Congo, ce sont les Américains qui sont derrière. Quand les Américains sont derrière, il n'y a aucune nation qui veut s'hasarder à entrer dans ce conflit. Parce qu'ils savent que ce sont les spécialistes de la déstabilisation de pouvoir. Alors, personne ne veut se mêler dans un conflit comme ça pour avoir des problèmes avec les Américains. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de nations africaines, ils se taisent. Alors, il y avait une option. Il fallait que le président Félix maintenant se rende en Russie. Il y avait trois objectifs de M23 quand ils ont pris la ville de Goma. En fait, quand ils sont entrés, quand le Rwanda a fait l'invasion dans la ville de Goma, ils étaient en train de poursuivre trois objectifs. Le premier objectif, c'était d'abord de pousser Félix aux négociations. Le deuxième objectif, pousser le peuple à les haïr, à montrer que non, il n'a rien fait pour sauver les gens. Et le troisième objectif, c'était créer une terreur dans la population congolaise, afin qu'il y ait un grand soulèvement. Et c'est de l'intérieur même que
le problème peut arriver pour faire partir Félix. C'est parce que ce que l'on craint beaucoup plus, c'est les carnages. Même si on l'a déjà fait en partie. Mais Goma, c'est près de 2 millions d'habitants. Goma, c'est près de 2 millions d'habitants. On ne peut pas s'hasarder aujourd'hui à faire la guerre dans la ville de Goma. C'est très difficile, c'est très compliqué de faire la guerre dans la ville de Goma. Il y aura beaucoup de morts. Mais alors, comment on peut faire pour récupérer Goma? Comment? D'abord, je veux répondre à la première question. Pourquoi les choses traînent? Pourquoi jusqu'à ce moment, le gouvernement n'attaque pas? Il y a ce premier point, c'est une pression diplomatique. La pression diplomatique n'est pas seulement adressée à l'égard de Félix, mais à l'égard de tous ceux-là qui veulent l'aider. Parce qu'ils avaient un objectif, ils doivent atteindre leurs objectifs. Ne vous en faites pas. Ceux qui soutiennent Kagame, ils ne sont pas prêts aussi à aller au-delà de ce temps. Ils ont perdu beaucoup d'armes, beaucoup d'hommes. Ils ont perdu aussi beaucoup de choses. Ne croyez pas que c'est seulement la RDC qui est en train de perdre. Vous voyez là, on a pris Goma. Mais à quel prix ils ont pris Goma? C'est après avoir perdu plusieurs soldats. Kagame a perdu plusieurs soldats. Il y a plusieurs M23 qui sont morts. C'est à un grand prix qu'ils sont arrivés à Goma. Maintenant, vont-ils risquer encore pour aller vers Bukavu, pour aller vers tout ça? Ils attendaient l'adhésion de la population. Il fallait que la population s'adhère à ces mouvements. Mais malheureusement, cette population n'est pas trop adhérée. Vous allez voir, la population de Goma, elle est très froide vis-à-vis de certaines personnes. On cherche maintenant à vouloir montrer, faire des actions pour montrer que non, nous sommes venus vous sauver, plutôt que eux, les autres là, ils ne vous aiment pas. En fait, c'est ce qu'on est en train de vouloir faire. Mais bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais de l'autre côté, le président est sous une grande pression, certainement. Pourquoi certainement? Parce que, les États-Unis ne veulent pas qu'il fasse la guerre. Ils ont déjà dit, nous ne voulons pas de l'option militaire. Mais pendant ce temps, eux-mêmes ont fait l'option militaire, ils ont laissé le Rwanda entrer à Goma. Pour eux, faire entrer les Rwandais à Goma, c'était juste pour te pousser, toi Félix, à négocier avec les M23 qui n'existent pratiquement pas. Vous voyez un peu. Et maintenant, ils attendaient que non, Félix dise, peut-être comme la période de Kabila, bon, ok, j'accepte de négocier, qu'on fasse les brassages, qu'on introduise encore, parce que les anciens militaires rwandais sont déjà vieux, ils sont en train de partir de plus en plus à la retraite. Vous voyez un peu James Kabarebe, quand il est venu, il était encore trop jeune, mais aujourd'hui il est devenu vieux. Tous ces militaires-là doivent partir à la retraite. Maintenant, il faut qu'on insère d'autres militaires qui vont faire la continuité, qui vont continuer dans les commandements. Vous voyez un peu, il faut qu'on fasse un autre brassage pour que les pillages des minerais continuent avec leur garde. En réalité, je dis toujours et je le répète, le Rwanda n'est qu'un instrument qu'on utilise par les Occidentaux. La même pression que Félix a, c'est la même pression que Kagame a. Parfois Kagame peut dire je laisse, mais les Occidentaux lui disent si tu laisses, on te tue toi aussi. On te fait partir toi aussi. Et alors il est là, il est obligé d'accepter tout ce qu'on lui dit, même en tuant ses frères. Ce n'est pas avec joie qu'il le fait. Ce n'est pas toujours avec joie qu'il le fait. Il n'y a personne qui peut être content que le monde entier commence à te considérer comme un criminel. Ce n'est pas avec joie. Certainement, il a déjà signé des pactes, il a peut-être beaucoup de dettes, il y a même parfois des pactes occultes. Il est obligé d'appliquer cela. La pression est partout. La même pression que Félix reçoit des Occidentaux, c'est la même pression que Kagame reçoit. Tu dois continuer l'opération. Tu dois continuer l'opération, bien alors on te fait partir du pouvoir. C'est la même pression que tous les présidents, que ce soit Ramaphosa, que ce soit tous les autres présidents, ils reçoivent. Même Joao Lourenço, tous les présidents reçoivent la même pression. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi les Africains sont absents à la situation du Congo? Parce que la situation du Congo, ce sont les Américains qui sont derrière. Quand les Américains sont derrière, il n'y a aucune nation qui veut s'hasarder à entrer dans ce conflit. Parce qu'ils savent que ce sont les spécialistes de la déstabilisation de pouvoir. Alors personne ne veut se mêler dans un conflit comme ça pour avoir des problèmes avec les Américains. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de nations africaines, ils se taisent. Alors il y avait une option, il fallait que le président Félix maintenant se rende en Russie. Il doit se rendre en Russie, faire l'alliance avec la Russie. Mais alors, c'est une bonne option. Mais n'oubliez pas que les minerais de coltan, même la Russie en profite. Ça, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Kagame a cité la liste des nations qui profitent le coltan. Il dit, moi je suis juste un pays de passage. Les gens qui achètent le coltan, c'est la Russie, c'est le Qatar, ça va en Europe, et aux États-Unis. Il a cité tous les pays qui achètent les minéraux. Vous voyez, même la Russie est parmi les preneurs de ces minéraux. Donc la Russie aussi en profite.
Peut-être que la Russie ferait mieux aussi. Bon, si la Russie constate que tout le monde prend, pourquoi moi aussi je ne peux pas profiter? Dans la mesure que le coltan, c'est la nouvelle technologie. Pourquoi la Russie ne peut pas en profiter? Ce qui fait que les minéraux de sang, tels qu'on est en train de parler, ce n'est pas seulement... les Américains, même les Russes sont dedans. Voilà pourquoi, au niveau des Nations Unies, la condamnation traîne à venir. Parce que ils sont nombreux ceux qui ont profité de ces minéraux. Même ceux-là que vous dites que non, non, voilà, non. Alors, quel est le conseil que moi je peux donner au président Félix? Le conseil que moi je lui donne est simple. Premièrement, il doit faire un coup d'État contre lui-même. Il doit faire un coup d'État contre lui-même. Pourquoi le coup d'État? Le coup d'État va l'aider à faire quoi? À asseoir les pouvoirs. Pourquoi vous êtes en train de comparer Félix à Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, c'est le maître du terrain, c'est lui qui commande tout. Il n'y a pas un parlement, il n'y a pas un parlementaire ou bien chef de l'Assemblée, un chef de Sénat qui va venir lui dire quoi? Rien, personne. Kagame, c'est le seul maître du terrain. Il n'y a personne qui peut venir lui dire non, nous voulons faire ceci, tu n'as rien à dire. Que ce soit le président malien, que ce soit le président... Ce n'est pas la même chose. Nous sommes dans une démocratie où le président partage le pouvoir avec l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes dans un régime présidentiel. Et Félix veut être un bon élève de la démocratie. En étant un bon élève de la démocratie, ça ne marche pas. On ne peut pas aujourd'hui laisser la RDC dans une démocratie alors que la RDC ne mérite pas la démocratie. Vous êtes en train de voir comment est-ce que la démocratie est en train de nous mettre en retard. Si on avait un président dictateur, si le président Félix avait tout le pouvoir, vous allez me dire, mais pasteur, il a le Parlement, il a le Sénat. Quel Parlement? Il faut faire attention. Au Parlement, là, cette majorité-là, il y a la majorité financière, c'est-à-dire des gens qui se font majorité tout simplement pour avoir l'argent, et il y a aussi une majorité loyale. Mais là, il faut savoir, est-ce que c'est la majorité financière ou bien la majorité loyale? Ce que moi je pense que le président Félix au Parlement, il a une majorité financière, même au gouvernement. Les membres qui sont dans le gouvernement, ils ne sont pas nécessairement les membres de l'Union sacrée, qui sont loyaux au président. Non, tous ceux qui sont au gouvernement, ils ne sont pas toujours loyaux envers le président. On ne sait pas. Vous voyez, il a l'obligation maintenant, pour sauver sa vie, pour sauver sa peau, de se faire lui-même un coup d'État. Quand il va se faire un même coup d'État, il aura plein pouvoir dans tous les pays. Parce qu'après tout, même si tu continues avec la démocratie, ces mêmes gens que tu protèges, c'est la démocratie, les Sénats, peut-être que ce sont les mêmes gens qui vont demain, qui sont en train peut-être de te détruire. Peut-être que c'est parmi les députés là, il y a peut-être des traîtres qui sont dans le gouvernement, il y a peut-être des traîtres qui sont en train. Quand tu les protèges, tu dis non, nous protégeons la démocratie, mais vous êtes en train de vous détruire vous-même. Pourquoi? Mieux vaut assumer. Se faire un coup d'État, tu te fais un coup d'État, tu annules tout, tu supprimes et l'Assemblée nationale et le gouvernement, et on commence une autre chose, et comme ça on se bat. Vous êtes seul devant la population, là tant mieux. Mais si aujourd'hui on continue avec ce système, vous voyez, regardez la lourdeur. Juste pour déclarer seulement la guerre, il faudra que les deux chambres se réunissent, c'est alors que le président peut déclarer la guerre. Mais Ibrahim Traoré n'a pas besoin de ça. Assimi Goïta n'a pas besoin de ça. Le président Tchani n'a pas besoin de ça. Le président Kagame n'a pas besoin de ça. Réunir l'Assemblée, non. S'il veut décider, il prend juste les coups de téléphone. Va faire ça, va faire ça. C'est fini. Mais vous voulez qu'on fasse des choses, il faut d'abord consulter Kamere. Il faut d'abord consulter le président du Sénat ici, Sama Lukonde. Il faut consulter encore qui? Il faut consulter les forces vives. Il faut consulter. Il faut consulter peut-être les prêtres. Il faut consulter ceci. Vous voyez toutes ces histoires-là. Ce sont ces choses qui rendent les choses très lourdes. Pendant que le président peut décider, il y a quelqu'un, non, monsieur le président, vous voyez, il faut faire attention, il faut réunir d'abord les congrès, il faut d'abord réunir les forces vives, la société civile, tout ça. Non, la seule solution, c'est se faire un coup d'État et signer directement des accords avec la Russie. Ça, il y a bien sûr une conséquence. La guerre sera très longue, mais nous devons supporter. Ou alors, il accepte tout ce que les Occidentaux lui demandent. Vous constatez là-bas, c'est la guerre ici. Les militaires sont devant nous là-bas. Nous sommes à moins de 10 km d'ici. Dans la cité de Saké. Nous sommes dans l'urgence d'évacuer les enfants, de les déplacer vers cet axe ici, là où il y a la guerre. Et je suis Fiston Amissi, le coordonnateur de l'orphelinat Jésus et mon papa Nord Kivu. Nous sommes venus vers vous pour vous montrer la situation dont on traverse présentement. Nous voici devant notre structure, là où nous gardons les enfants.
Nous avons ici plus de 45 enfants, filles et garçons. Et dans l'endroit où nous nous trouvons présentement, c'est du côté là où provient la guerre. Ils sont juste dans moins de 10 km ici en train de foncer vers la ville de Goma. Et voilà pourquoi nous sommes venus vous demander une aide. Nous devons évacuer ces enfants ici vers un endroit plus sûr parce que cet endroit ici est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est là où provient la guerre et c'est du côté où il y a trop de risques. Voilà pourquoi nous voulions avoir des moyens pour puisse déplacer ces enfants ici d'urgence dans un endroit beaucoup plus sûr en attendant que la situation puisse se calmer. Maintenant là, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi? Parce que il faut aménager là où les enfants seront. Il faut les moyens de transport pour les transporter. Il faut aussi chercher comment avoir aussi de la nourriture là où ils vont rester. Ça, c'est la situation qui devient très très compliquée ici. Donc, comme vous le remarquez à côté, ici, juste à l'église, à côté de notre orphelinat, il y a déjà des déplacés de guerre qui sont là, ils manquent où aller. Mais nous ne pouvons pas attendre que la guerre puisse arriver jusqu'aux enfants et croiser les bras sans rien faire. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous pour demander l'aide. En tout cas, nous avons besoin d'assistance, d'urgence pour que nous puissions évacuer ces enfants ici vers un endroit beaucoup plus sûr. Comme la situation nous oblige, nous avons besoin vraiment de votre assistance. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà nos enfants, ils sont là. Et en tout cas, jusque-là, ils vont bien, ils sont en train de regarder la télévision. Et nous voulons que nous puissions avoir une assistance pour que nous puissions chercher comment évacuer nos enfants ici vers un endroit plus sûr.